Ah, c'est très long. Écoute, qu'est-ce que je peux te raconter? C'est difficile. Moi, je pense que j'ai un rapport très ancien avec la question d'une littérature orale euh, qui est le fruit qui est le fruit d'un mélange entre une culture d'ascendance d'Europe de l'Est, juive, où la langue vernaculaire, la langue de circulation est très importante, beaucoup plus importante que l'écrit par exemple, euh, euh, d'une formation musicale assez juvénile, assez précoce, de lecture, mais voilà, d'un rapport toujours de transmission aux choses, assez précoce. Euh, Moi, je sais pas, à 13-14 ans, j'écrivais des textes en classe quand je me faisais chier, tu vois, par exemple, j'écrivais des textes en vers mesuré. Ouais, c'est ça, 13-14 ans, pour faire rire les copains. Je passais les, je faisais tourner les textes dans la classe pour faire marrer les copains, mais en vérité, si je vais chercher loin, j'ai toujours fait ça. Euh, mais dans une logique, effectivement, ce qui est intéressant avec les cultures orales, c'est qu'elles sont liées à une pratique sociale, à des problématiques de l'instant, culturelles, politiques, bien plus que des questions artistiques, de production, etc. Et donc ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la culture populaire en réalité. Ce sont ces pratiques qui visent à faire exister un rapport social, humain, à un instant donné. Donc effectivement, comme le rap, il s'agit déjà de faire rire les copains en surveillant les grillades. C'est déjà pas mal, quoi. Avant de songer à faire une œuvre, par exemple, à s'engager dans un parcours artistique au long cours. Il y a quelque chose d'un art implanté à un endroit avec un locuteur et un destinataire dont je me sens proche et dont je peux dire que effectivement ça a probablement constitué ma formation. Là-dessus, j'arrive à Paris, les hasards les hasards des circonstances font que je me retrouve un soir dans ce café, là, les Lucioles, dans le 20e arrondissement, et que je vois cette scène slam avoir lieu. Moi, à l'époque, j'avais un rendez-vous galant là-bas, et puis bon, le rendez-vous galant s'étiolait, mais par contre, la soirée, elle, prenait en intensité, et d'un seul coup, j'arrive là, j'avais 22 ans à l'époque, j'arrivais juste à Paris de ma province, et je tombe sur cette scène-là, mais je me dis, bon, bah, je, finalement, je sais faire ça. J'avais un peu des textes par devers moi. À l'époque, j'avais déjà travaillé un peu avec des gens qui faisaient de la musique électronique. Je réfléchissais à comment essayer de faire des chansons sur de la musique électronique avec des formats qui étaient beaucoup plus longs, qui n'avaient pas de refrain. Et donc j'avais fait des tentatives de textes qui finalement étaient dans des formats euh, plus ou moins adaptables à cette scène slam, quoi. Des choses assez denses, narratives, sans refrain, qui travaillaient beaucoup la mesure du temps, la métrique, mais en même temps qui n'étaient pas du rap, donc avec des formes plus libres, peut-être plus complexes, mais à l'époque c'était totalement, comment dire, instinctif, au pif, quoi, au pif. Et puis je m'inscris, je monte sur scène, et ça aurait pu très très mal se passer, j'aurais pu te siffler et tout, je pense que je ne serais jamais revenu. En l'occurrence, ça s'est plutôt bien passé, et je me suis fait prendre au jeu, je suis rentré dans le truc, et puis je suis venu une fois, et puis deux fois, trois fois, et puis au bout d'un moment j'étais là toutes les semaines, avec aussi l'aspect de,
d'émulation, de stimulation qu'il y avait dans ce rapport collectif. On était relativement peu nombreux à l'époque. Je pense il y avait une centaine de personnes dans le café. Là, je parle, on est en 2000. Il y avait une centaine de personnes dans le café. Et je pense que d'une semaine sur l'autre, il y avait à peu près entre 20 et 30 personnes qui étaient des habitués, qui nourrissaient la scène, qui la faisaient vivre et qui se donnaient rendez-vous voilà, d'une fois sur l'autre. Et donc je me suis fait prendre au jeu et très rapidement l'intérêt de ce genre d'émulation collective, c'est que on a à rendre des comptes aux gens qu'on connaît au bout d'un moment et qu'on sait qu'on va retrouver la semaine d'après. Et du coup, ça veut dire qu'il ne faut pas se planter, il ne faut pas les faire chier, il faut être bon, il faut essayer d'avoir un nouveau texte, des nouvelles phases. Et donc, je me suis retrouvé à travailler sérieusement, mais sans m'en rendre compte, dans un rapport très autodidacte. Et puis le temps passe, et d'un seul coup, c'était le moment où il y avait un peu de l'hystérie médiatique qui s'est propagée autour de cette scène. Et donc, assez rapidement, bon, il y a eu, je passe sur les scissions qu'il y a pu y avoir à l'intérieur de la scène à ce moment-là, mais qui aussi ont participé, je pense, très fortement à l'expansion de cette scène, parce que tant que c'était cantonné à ce café qui était les Lucioles, qu'il y avait un seul endroit, c'était très difficile d'en sortir. Nous, on aurait été incapables de se projeter à l'époque dans quelque chose qui aurait pu sortir de ce bar. Je ne sais pas, il faudrait poser la question aux autres, mais pour moi, voilà, on était une centaine et ça n'avait aucune vocation à sortir de ce bar et de cette centaine de personnes. Et puis, donc, il y a eu des scissions, mais qui, à mon avis, comme toute pratique minoritaire, à un moment donné, sont nécessaires. Et ces scissions ont permis que, d'un seul coup, il y avait un café, et puis après, il y en a eu 2, 3, 4, 5, toujours dans l'Est parisien. Mais du coup, ce rendez-vous dont je parle, qui nous faisait travailler, ben, d'un seul coup, il n'y avait plus une scène, il y en avait 2, 3, 4, 5 par semaine. Et donc, il fallait, quand on cherchait un peu à s'illustrer, il fallait écrire 1, 2, 3, 4, 5 textes par semaine. Et donc, voilà, je pense qu'on a appris pour de bon notre métier, en tout cas pour les gens qui étaient présents à ce moment-là, on a appris notre métier à ce moment-là en travaillant beaucoup. Et au bout d'un certain temps, assez rapidement, on a commencé à avoir des propositions pour des formes présentables, disons, dans des lieux de spectacle, hein, divers, salles de concert, théâtre, etc. Et on s'est retrouvés, quelques collègues et moi-même, donc avec Det Cabal et Nada, dans une sorte de cooptation naturelle. On s'est retrouvés tous les trois à se produire sur scène. Et puis après, les choses se sont enchaînées. On a fait des disques, des tournées. Voilà, on a vécu de notre art. C'est vrai que la première fois qu'on m'a donné un talbin pour... je pense que c'était Edgar Garcia, je pense que c'était Zebrock. À l'époque, on m'avait donné 200 francs. Donc c'est 30 € aujourd'hui. La première fois qu'on m'a mis un talbin en me disant voilà, ton boulot mérite ça, moi, jamais de la vie j'aurais imaginé ça. C'était impensable. C'était une joie, quoi. Donc après, les choses se sont passées. Voilà. Et donc c'est comme ça que je suis rentré dans cette scène. Bah, la première fois, ce qui était... Et je connaissais mon texte par cœur. Et c'est vrai que ça m'a enlevé quelques états d'âme, je pense. Si j'avais eu à me présenter comme ça totalement à poil, avec la main tremblante, bon, je sais pas si j'y serais allé. J'avais déjà un peu un pied quand même dans l'affaire et je pense que j'aurais pas osé me présenter en public si j'avais pas eu une once d'assurance et de travail préalable avant de le faire. Voilà, après pour le reste, comme je te l'ai dit, hein, il y a ce moment très incertain où bon, tu te demandes si tu vas te faire siffler ou si tu vas recueillir bon, ne serait-ce que de l'intérêt. Et puis ça s'est très bien passé. Je me souviens qu'il y avait une nana qui m'avait sauté dessus
après le truc, qui était très énervée sur ma prestation, parce qu'elle, elle était... Mais d'ailleurs, c'est tout à son honneur, elle était dans un rapport d'une pratique très populaire de la littérature, dont je suis moi aussi partisan, mais c'est vrai qu'elle était quelque chose dans un rapport très prolétarien, ou peut-être... non, je dis prolétarien, en fait c'est stupide de dire ça. Elle était dans un rapport coupable par rapport à ses lacunes langagières, stylistiques, littéraires. Et en fait, elle m'avait sauté dessus en me disant t'es vraiment un salaud, tu utilises des outils que j'ai pas en ma possession, et ça m'énerve parce qu'évidemment ton truc ça fonctionne, ça rentre dans la tête des gens parce que tu as des outils, et je lui avais répondu écoute, les outils ils sont à la disposition de tout le monde, et je crois que c'est ça la beauté de ce moment collectif qu'on est en train de vivre, c'est si tu veux travailler, travaille, et les livres ils sont là, hein, va à la médiathèque, lis des bouquins, la littérature. Alors bon, il se trouve que depuis, la situation a un peu changé, puisqu'il y a certains UFR en France où il y a des masters de littérature. Aujourd'hui, la littérature s'apprend. Bon, il paraît que la littérature s'apprend à l'école, mais à l'époque, dans ces temps préhistoriques, ça n'existait pas encore, et donc je lui ai dit, de toute façon, c'est pas les beaux-arts, c'est pas le conservatoire, il n'y a pas d'école pour apprendre la littérature, chacun se démerde avec ce qu'il a, si tu as envie, de toute façon, la littérature du pauvre, ce sera toujours mieux que Dominique de Villepin qui versifie, quoi. Donc vas-y, démerde-toi, fais de la littérature. Et puis voilà, c'était ça la première fois. Qu'est-ce que pour toi le slam? Bah, le slam, ça ne signifie rien d'autre que la pratique la plus ancienne de l'humanité, qui date de la période pré-hellénistique. Il n'y a rien de plus vieux. À partir du moment où il y a l'apparition du logos, il y a le verbe scandé, c'est une position particulière d'un être dans le corps social, qui vient pour des motifs religieux, politiques, transcendantaux, éventuellement écologiques, économiques, prendre la parole devant ses pairs pour raconter l'histoire qu'on est en train de vivre. Et donc le slam n'est que la xème formulation de ce principe très simple que tu retrouveras dans toutes les latitudes. Il n'y a pas un seul pays au monde où des traditions orales de type vernaculaire n'existent pas. Il n'y a pas une époque depuis le début de la civilisation, depuis la Mésopotamie, où on n'a pas des récits chantés, facilement transportables, où les informations et la vie du corps social se communiquent par certaines personnes qui viennent voilà, amuser les autres ou édifier les autres, etc. Enfin, prendre la parole pour dire quelque chose des temps présents. Donc le slam, ça ne sait rien d'autre que la pratique la plus ancienne au monde. Alors après, je ne vais pas énumérer la litanie des autres appellations qu'on connaît très bien. Mais donc, en tout cas, s'il y a une définition du slam, c'est rien de nouveau dans le slam. Ça va, c'est bon les punchlines là? Parce que t'as vu, j'essaye d'alterner des phases longues, des phases courtes. Ta façon d'écrire? Ouais, ça a changé. Ça a changé un grand nombre de fois depuis le départ. Ça a changé un grand nombre de fois. Donc c'est très très difficile de répondre à ça. Il y a plein de façons d'écrire, et plus tu avances, plus tu possèdes des techniques, plus tu peux rentrer dans ton problème selon différentes entrées. Donc c'est très difficile de dire ma façon d'écrire. Parce que la seule chose éventuellement que je pourrais mentionner, c'est le fait que je suis rentré
en littérature de façon totalement autodidacte, anarchique, comme je te l'ai dit. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai bien senti que si je voulais poursuivre plus loin et donner l'intensité que je souhaitais à mon travail, j'avais besoin de nommer mes erreurs. Et à partir de ce moment-là, j'ai jeté un œil à l'académisme, à des questions voilà, de versification un peu plus savantes. Qu'est-ce que c'est un alexandrin? Comment ça fonctionne dans le détail? Comment la couture du texte peut-elle se faire? Et donc, voilà, si je peux dire quelque chose sur mes partis pris d'écriture, c'est que voilà, je suis parti de la forme la plus logoréique et éjaculatrice, disons, pour tendre vers de la construction, de l'académisme, et surtout cette façon d'être en mesure de nommer les choses au moment où elles se font, parce que quand quelque chose te déplaît à l'intérieur de ton texte, c'est bien de dire « ah, ça me plaît pas », mais tu vas faire quoi une fois que tu auras dit « ça me plaît pas ». La différence, c'est celui qui va être capable, une fois qu'il a nommé la chose qui lui déplaît, il va pouvoir la modifier. Si c'est simplement de dire « ça me plaît pas », tu pourras la changer indéfiniment et ça produira toujours quelque chose de dégueulasse. Donc voilà, moi je me suis plongé dans l'académisme. Et donc aujourd'hui, j'écris essentiellement en vers mesuré, en alexandrin en l'occurrence, reprenant des formes épiques très anciennes, des formes médiévales. C'est à mon sens ce que j'ai toujours fait, mais simplement je le faisais sans aucune conscience de ce que j'étais en train de faire. Donc voilà, si je dois donner un principe d'écriture, c'est celui-là. Et le second, mais celui-là, c'est presque l'évidence, est-il besoin de le nommer, c'est le fait de ne pas partir de la feuille, bien entendu. On parle d'une logique de profération. Donc aujourd'hui, j'écris des livres, j'écris des pièces de théâtre. En tout cas, je suis contraint d'une façon ou d'une autre de travailler par l'entremise d'une feuille de papier ou d'un écran, certes, mais ma logique, mon énergie, elle fonctionne sur ce delta très subtil qui, dans la langue française, qui a cette particularité de n'être absolument pas la même à l'oral et à l'écrit, ce delta qui sépare l'oral du scriptural, et c'est en partant de l'oral que je travaille. Ça, c'est sûr. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas un artiste du livre, de l'écrit. Je suis un prosateur en premier. Enfin non, c'est n'importe quoi, ça il faut que tu le coupes. Mais non, ça c'est une erreur. Non, ça tu l'enlèveras comme ça, je te le dis. Non, parce que c'est... Non, je suis un proférateur en premier lieu. Ton inspiration? L'inspiration? Ouais. Ben, l'inspiration, ça existe plus depuis le 19e siècle. Ouais. Ok. Qu'est-ce que c'est la scène pour toi? Qu'est-ce que ça représente? La scène? Ouais. La scène, c'est la halle au lion ou la marocanard, quoi, selon de quel point de vue on se place. Bah, il y a un aspect prostitutionnel, quoi, qui est très très fort dans la scène. Donc, moi j'ai un rapport particulièrement ambivalent avec ça. C'est dur la scène, c'est dur. C'est dur. D'une certaine façon, ceux qui sont les plus justes par rapport à la question de la scène, c'est par exemple, qui je pourrais citer? Je pourrais citer Jeez, par exemple, chez les Slammers, où il n'y a pas de filtre pour lui, il n'y a pas de problème. Il va sur un marché, dimanche matin, 9-10 heures du mat, il monte sur une caisse et commence à raconter ses cingleries, et les gens l'écoutent, et
ok, il se passe quelque chose. Donc là-dessus, je pense que pour répondre, je ne sais pas si tu l'as déjà interrogé, mais je pense que ce que raconte Gise sur la question de la scène sera plus intelligent, plus intéressant que moi. Enfin, pas forcément, mais c'est sûr je me sens pas avoir le même rapport. Je pense que ce qu'il fait, c'est très bien. Il va là où c'est politiquement dangereux, subversif, de rappeler la puissance du logos, de la profération. Tourner dans des salles où les gens sont passifs, ils ont payé 25 €, il faut qu'ils rentrent chez eux à la fin du spectacle en se disant c'était super. Donc le rapport il est très faussé. Encore une fois, on parle là de choses très anciennes où il s'agit d'un acte qui interagit très puissamment avec le corps social. Et donc toutes ces formes intermédiaires où il y a un filtre de production, de représentation, de lumière, etc., qui vont créer une figure spectaculaire, c'est problématique. C'est problématique. Moi, j'ai toujours eu un truc pas très clair, ambigu avec ça. Et d'ailleurs, les moments où j'ai le plus tourné, où je passais ma vie sur scène, je buvais comme un fou, je me suis drogué hors de mesure, d'une certaine façon, pour mettre un filtre et pour même pas avoir conscience, voilà, comme une prostituée. La prostituée, elle se drogue avant d'aller faire sa passe pour penser à autre chose. Et c'est vrai que, en tout cas, ça a été une période où voilà, j'ai cherché des adjuvants extérieurs pour mettre des filtres très forts entre ma personne et le public. Après, la vie change. Aujourd'hui, j'apprends aussi à faire d'autres choses. Et peut-être, il n'est pas impossible qu'un de ces jours, je me remette à faire plus de scènes, parce que j'aime bien quand même. Aussi, je pense que ça va mieux. En tout cas, j'ai résolu certains problèmes du point de vue dont je te parlais. Et puis voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis un certain nombre d'années, j'écris, mais j'écris en n'étant pas sur scène. J'écris pour les autres. Eux sont sur scène. Et je vais te raconter une anecdote à ce sujet qui est assez enfin, qui m'a fait réfléchir. C'est le fait que lorsque je montais sur scène, je n'avais pas le trac. Je n'avais jamais le trac. Et j'étais dans quelque chose de sportif, spectaculaire, démonstratif. Ok, on y va. Ah, ok, on fait de la scène. J'ai jamais eu le trac. Maintenant, j'écris pour du théâtre, pour des chanteurs, etc. Je suis dans la salle où je suis derrière la régie. Quand ils montent sur scène, je me ronge les ongles. Je fais 10 fois le tour de la salle, seul, tu sais, dans le hall, une fois que la pièce a commencé. Je suis dans un état de nervosité, de tension que je n'avais jamais quand je montais moi-même sur scène. Alors, je ne sais pas où il faut trouver une logique à l'intérieur de ça, mais bon, voilà, c'était mon anecdote. Ah bah oui, évidemment, évidemment, ça a changé. Ce que je peux dire, c'est que il y a toujours eu deux aspects dans cette scène. Il y a toujours eu une question d'ordre esthétique, artistique, qui concernait un certain nombre de personnes, et une question d'ordre social, collective. Et la question artistique est passée sous le tapis, manifestement. En tout cas, je ne sais pas si on a réussi ou raté quelque chose, mais cette question-là est globalement passée sous le tapis. Mais du point de vue social, c'est-à-dire le désir de ne pas rester derrière sa télé et de trouver quelque chose à faire avec ses contemporains, avec des gens qui n'ont pas le même âge que toi, qui ne viennent pas du même milieu social, qui n'ont pas les mêmes idées politiques que toi. Cette chose-là, je pense qu'elle a réussi. Aujourd'hui, tu peux aller dans n'importe quel
village, dans n'importe quel bled le plus paumé des Cévennes de la Bretagne, tu trouveras une scène slam qui va être montée par quelqu'un qui a envie de monter un événement collectif, populaire dans son bled. Et de ce point de vue-là, il y a malgré tout une réussite, c'est-à-dire le rappel qu'il suffit simplement d'aller voir un troquet, d'aller voir la salle des fêtes de ton bled et de monter un événement où chacun va pouvoir venir raconter ses doléances, ses peines de cœur. Donc d'un point de vue artistique, c'est évidemment pas le propos, mais ça raconte quelque chose d'une lacune stupéfiante de l'époque, et c'est pas le nombre de likes sur Facebook que tu vas avoir qui changera quoi que ce soit. Ça n'est pas une tribune, c'est pas vrai. Et la puissance de la profération publique, de la prise de parole devant ses pairs, être humain, elle est irremplaçable. Et donc même si c'est minoritaire, peu importe, ça existe. C'est comme les bouquins. Ok. Ton implication au mouvement, c'est tu es encore impliqué au mouvement? Alors j'ai donné énormément de mon énergie et de mon temps. On a monté à l'époque les éditions Spoke, qui étaient la maison d'édition représentative de cette scène et formée sur cette scène. On s'est dit qu'on était dans un moment incroyable de l'histoire de l'art, très rare pour nous, parce que les éditeurs que j'ai pu côtoyer, les éditeurs souvent se plaignent de ne pas avoir de manuscrits de qualité, et moi j'étais à l'inverse, au milieu d'une scène qui était foisonnante. Alors évidemment il y avait à boire et à manger, mais au milieu de tout ça, il y avait un certain nombre d'auteurs authentiques qui étaient totalement invisibles sur la carte littéraire, totalement méconnus, et dont on s'est dit qu'il y avait de quoi monter une petite maison d'édition de briques et de broc, mais en tout cas pour faire circuler ces textes. Donc pendant un bon nombre d'années, j'ai été voilà, je peux dire un activiste de cette scène en défendant cette scène avec ces bouquins. Et ça marchait bien. En fait, peut-être ça marchait trop bien. Et voilà, à un moment donné, j'ai eu un choix à faire et j'ai décidé de ne pas devenir éditeur. Donc j'ai un peu... voilà, j'ai arrêté cette activité-là. Je me suis occupé, c'était en, je sais plus, 2007, je crois, de l'anthologie la plus conséquente qui a été faite autour de la scène slam, qui s'appelait Bla, en coed avec les éditions Florent Massot. Donc voilà, ça a été un peu bon, je sais pas ce que ça a été, mais en tout cas on a fait ça. Et après je me suis un petit peu retiré de cette scène. Après je te cache pas que voilà, il se trouve que j'ai changé de domicile. J'habite plus à Paris depuis un certain nombre d'années, et dans la ville où je me suis installé, au bout d'un moment, tout simplement, me faisait un peu chier, quoi. Parce que les activités culturelles proposées par l'institution me satisfaisaient que moyennement. Et donc j'ai retroussé mes manches, comme je te l'ai raconté tout à l'heure. J'ai retroussé mes manches et j'ai pris la responsabilité de monter une scène slam, simplement sans chercher à faire quoi que ce soit d'autre que, pour mon compte, passer une bonne soirée. Et en l'occurrence, ça s'est très bien passé. Donc voilà, je n'exclus pas de rééditer l'expérience. Mais c'est vrai que, bon, à titre personnel, je pense qu'il y a aussi des périodes dans une vie. J'ai donné énormément de mon énergie, de mon cœur, de mon temps à cette scène, et qu'aujourd'hui, bon, j'y émarge encore, mais c'est vrai que j'ai des activités connexes, voilà, sans être directement impliqué. Mais encore une fois, ça renvoie à la question que tu m'as posée tout à l'heure, qui était celle de la définition. C'est-à-dire, je fais d'autres choses, mais je n'ai pas l'impression d'avoir arrêté de faire du slam. Mais en même temps, je n'ai pas l'impression d'avoir arrêté simplement d'être un proférateur public. Donc,
quelle que soit l'appellation que tu vas donner à mes activités, pour moi, je fais toujours la même chose. Après, je viens avec toujours autant de plaisir sur une scène slam et voilà, j'y trouve mon compte. Effectivement, peut-être je regrette qu'il n'y en ait pas davantage, mais bon, finalement, les pratiques minoritaires ont leur intérêt aussi en soi. Et donc, c'est très bien si c'est de temps en temps, voilà, de temps en temps, ça me dit, je vais aller sur une scène slam et je vais passer un bon moment. Et puis, c'est bien comme ça. Il n'y a pas besoin que ce soit une institution, quoi, par exemple. Son avenir, tu le vois comment? C'est tout voir. Ça, je suis incapable de le dire. Je suis incapable de le dire. Non. Et je pense que, à titre personnel, je pense que les seules choses fécondes et qui puissent s'envisager dans le temps sont d'ordre artistique et politique. C'est-à-dire, oui, certains slameurs ont quelque chose à dire sur la scène artistique générale, donc en littérature, en musique, etc. Et d'un point de vue politique, rappeler la puissance subversive de l'acte oratoire en public. Et peut-être de ce point de vue-là, il y aurait quelque chose à creuser, à faire, ouais, pour l'avenir. Purement historique, mais est-ce que tu m'as rappelé des sortes de groupes sport orchestral? Voilà, comment ça se formait, ce que vous avez vécu? Ben, ce qui est intéressant avec la formation de ce groupe, c'est que on a été très liés, parce qu'en réalité, on n'était pas amis avant de se rencontrer. Et c'est au bénéfice des scènes slam, de ces moments de collectif, de partage, qu'on a pu faire connaissance. Et en fait, Nada et moi n'étions absolument pas intimes avant de commencer à travailler ensemble. Et je pense que ça nous a soudés, d'une certaine façon, beaucoup plus fermement que si on avait été des lycéens qui montent un groupe de rock ou des fanatiques de telle ou telle niche musicale qui, par amour pour cette esthétique, décident de se rassembler. Nous, on s'est coopté. En l'occurrence, c'était Nada quand même qui avait la main, puisque les premières sollicitations artistiques qui ont été faites, c'est lui qui les avait recueillies. Et assez spontanément, il est venu s'adresser à D et à moi pour qu'on travaille ensemble. Mais du coup, c'était intéressant de tourner avec des êtres aussi différents. Objectivement, jamais de la vie, on ne se serait rencontrés s'il n'y avait pas eu ce prétexte de ce rapport à l'écrit, de ce rapport à l'oralité. Et on s'est retrouvés à travailler ensemble parce qu'on avait des esthétiques proches, qu'on s'était reconnus mutuellement, et on a commencé à tourner ensemble autour de ça, mais sans être amis. Et je pense que c'est une leçon très intéressante de fonctionner comme ça. On n'était pas copains. Et ça nous a beaucoup nourris, il me semble. L'histoire du slam en France, est-ce que tu peux me la raconter? Bah c'est très long. C'est très très long. Comment je peux te raconter l'histoire du slam en France? Non, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des étapes. Il y a le moment, comme je t'ai dit, où on n'imagine pas que ça puisse intéresser qui que ce soit. Pour parler de ce que je connais, donc il y a la préhistoire. La préhistoire où il y a les quelques personnes dont je t'ai parlé tout à l'heure qui pratiquent entre 96, 97 jusqu'à 2000 au Club à Pigalle. Ça, c'est une chose. C'était quelque chose là, on n'est même pas dans l'ultra minoritaire, qui était supra-minoritaire. En 2000, commence à exister la scène des Lucioles. Moi, c'est à ce moment-là que j'arrive. On vit pendant 2-3 ans dans quelque chose, on sent que ça bouillonne, mais bon, il n'y a rien d'acté, ni artistiquement,
ni rien. Par contre, je me souviens qu'il y avait ça devenait insupportable à un moment donné. Il y avait les organes de presse qui défilaient semaine après semaine, les caméras, les journalistes radio, etc. Et on voyait certaines personnes qui du coup changeaient parce qu'il y avait les médias et tout ça. Donc on sentait quand même, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. On ne savait pas ce que ça allait donner, mais ça allait donner quelque chose. Donc ça a duré voilà, 1, 2, 3 ans. À partir de 2003-2004, nous on sort notre premier album avec Spoke Orchestra en 2004. Il y a les 129H qui se forment à cette époque-là. Il y a Vibrion qui existe à Marseille. Donc il y a des collectifs qui commencent à se former et qui proposent des formes spectaculaires, on va dire, autour de cette esthétique de poésie scandée, brute. Mais à l'époque, on tournait sans musique, sans rien du tout. On était assis tous les trois sur le plateau, juste avec un micro. Alors c'était génial, hein. On tournait, on n'avait pas de matériel, on n'avait rien du tout. Donc voilà, ça c'est 2003-2004 jusqu'à 2006-2007. C'est le moment où il commence à y avoir des collectifs qui tournent. Et 2006-2007, c'est on commence à sortir des premiers albums solo, Grand Corps Malade. Moi je sors le mien pareil dans la foulée, c'était 2006, c'était au même moment. Et bon, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a eu une rupture qui a été pour le bien et pour le mal. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'avais plus besoin d'expliquer à ma grand-mère qu'est-ce que je faisais dans la vie, parce que, ok, elle avait entendu parler à la télé de ce qu'était le slam, donc ça c'était plutôt pas mal. On n'avait plus besoin de se justifier par rapport à notre activité qui était strictement inconnue du grand public jusqu'alors, donc ça c'était pas mal. À l'inverse, d'un seul coup, on s'est retrouvé victime, disons, de la forme qui a été proposée au grand public, c'est-à-dire d'un seul coup le slam c'était proféré avec un ton monocorde sur un vers octosyllabique avec une musique comme ça au piano derrière. Et donc d'un seul coup, les gens s'attendaient à trouver ça et l'étrangeté, la diversité des scènes qui nous avaient nourris et la multiplicité des paroles, ça c'était pas du tout retranscrit. Alors de ce point de vue-là, ça a été plutôt quelque chose à traîner quoi, derrière nous. Voilà, donc il y a eu ça. Après c'est à peu près à ce moment-là que on quitte clairement Paris et où partout en province il y a des collectifs qui commencent à se monter. C'est aussi le moment où Pilote pète les plombs par rapport au fait qu'il y a des artistes qui commencent à estampiller leur travail autour du slam et qui ne le supportent pas et qui du coup montent sa fédération en essayant de cloisonner un peu les choses pour en rester propriétaire, quoi. Je ne sais pas si c'est une légende ou si ça existait, mais qui dépose le terme à l'Institut de la propriété intellectuelle, etc. Bon, il y a des histoires comme ça. Je pense que c'est vrai, le connaissant. Mais donc, il y a donc en même temps des artistes qui sortent et un raidissement d'une position plus essentialiste du slam qui repose sur le collectif, la gratuité, etc. Enfin, pas gratuit pour tout le monde, mais bon... et donc à ce moment-là, donc ça sort de Paris, et là il y a des tentatives d'organisation pyramidale donc il y a une académie, je ne sais même pas comment ça s'appelle, une académie du slam ou une fédération. Aujourd'hui il y en a plusieurs d'ailleurs, c'est comme les Miss. C'est comme Geneviève de Fontenay, là tout le monde ne s'entend pas avec elle. Donc, Pilote, c'est un peu la Geneviève de Fontenay du slam. Donc il y a d'autres fédérations qui se montent autour des collectifs en province. Et donc voilà, c'est très bon à ce moment-là parce que ça sort de Paris et aussi un peu des énergumènes, disons, de la première vague du slam. Mais du coup aussi, ça se normalise. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'aller à des scènes qui parfois sont plus proches de la fête de patronage que de l'expérience cathartique ou d'une proposition de subversion sociale, quoi. Bref, mais en tout cas, ça s'installe, ça veut dire. Les scènes sont blindées à ce moment-là, et je pense que
grosso modo, à partir de 2010-2011, le soufflet commence un peu à retomber. Aussi, en conséquence, enfin, c'est une des conséquences du fait que je pense que certains artistes qui ont émergé avec la scène slam n'ont pas vraiment fait tourner les cartes, et donc du coup ça s'est essoufflé un petit peu, et puis que les gens qui tiennent la scène localement n'étaient pas forcément habités par des ambitions non plus artistiques, donc au bout d'un moment, voilà, tout simplement la fréquentation s'essouffle. Mais en même temps, ça a été ce moment-là, de mûrissement de certaines personnes, je pense, qui du coup ont mis à profit ce qu'ils avaient pu apprendre sur la scène slam pour essayer de faire d'autres choses. Donc voilà, on parlait de Giz tout à l'heure, qui a beaucoup travaillé avec la scène du jazz, certains autres qui sont allés travailler avec du théâtre, d'autres qui sont allés travailler avec de l'opéra, de la musique, etc. Donc voilà, c'est aussi un moment de sédimentation de cette scène. Et aujourd'hui, c'est très difficile, voilà, c'est très difficile de dire ce qui va en advenir. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, c'est une fausse question. Parce que la pratique, elle demeurera toujours. Les gens de l'Uzeste musical, Luba et compagnie, ils étaient là bien avant le slam, ils ne vont pas s'arrêter de travailler parce qu'il n'y a plus le slam. Des gens qui pratiquent une forme de poésie scandée, il y en a toujours eu en France. En plus, on est une sorte de patrie comme ça, de parler populaire, d'une littérature de la rue, et ça n'arrêtera pas quoi qu'il arrive. Donc on nommera ça Jblug ou Schmirn dans les générations suivantes, mais peu importe, l'acte est là.